Good afternoon and welcome to today's event entitled Co-Designing Accessibility Plans with People with Disabilities. I apologize for... Bienvenue. Désolé pour le retard. Nous avons eu des problèmes techniques. Alors, nous allons continuer. Et merci d'avoir attendu pour participer. Je sais que vous êtes très occupés pendant les vacances, pendant les fêtes. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Glenn Hayes, je suis conseiller avec le bureau de l'accessibilité, avec le secrétariat du Conseil des Jardins. Je suis le président du réseau handicap, également coprésident du département intergouvernemental pour l'accessibilité. Et je voulais le dire parce qu'il y a peut-être des coprésidents qui sont avec nous et d'après certains coprésidents, ils se sont isolés dans la gestion de leur réseau. Alors, ils ont besoin de soutien, de savoir ce qui se passe ailleurs. Donc, c'est pour ça que nous avons créé ce réseau. Nous voulons que ce soit un mécanisme de soutien, un espace sécuritaire pour parler des réussites et également des échecs, des initiatives futures, pratiques exemplaires, comment collaborer. Tout cela, bien sûr, ça nous donne la possibilité de réseauter. Alors, si vous voulez participer au réseau, vous pouvez me contacter, je vais vous rajouter à la liste. Alors, avant de commencer, je reconnais que je suis à Ottawa, sur le territoire traditionnel non cédé des Algonquins. Et je reconnais également que nous sommes tous dans des endroits différents et que vous travaillez peut-être sur les territoires autochtones différents. Je nous encourage tous à réfléchir à ce fait. Pour favoriser votre expérience durant cet événement, pour optimiser votre expérience de visionnement, nous vous recommandons de vous déconnecter de votre VPN ou d'utiliser un appareil personnel pour regarder la session lorsque cela est possible. Veuillez noter que nous disposons de la traduction simultanée aujourd'hui pour cet événement. Veuillez vous référer au courriel de rappel envoyé par l'école pour accéder à ces options. As a result of recent public health restrictions, Suite aux restrictions récentes de santé publique, malheureusement, nous ne pouvons pas offrir l'interprétation des signes comme nous l'avions prévu. Malheureusement, vous aurez quand même accès à la communication, l'interprétation en temps réel et évidemment, vous pouvez demander la transcription de nos discussions et nous sommes désolés de cet inconvénient. Aujourd'hui, nous allons répondre à des questions grâce à l'interface collaborative vidéo. Vous connaissez peut-être déjà, c'est la première fois que vous vous en servez. Allez en haut à droite de votre écran, cliquez sur « Participer » et là, vous pouvez entrer votre question avec votre courriel et nous essayer de répondre à autant de questions que possible. Et si vous avez toujours des questions laissées sans réponse, vous pouvez nous contacter à travers notre boîte générique et nous allons vous répondre. Je vais vous donner encore une fois l'adresse à la fin. Aujourd'hui, cette conversation arrive à un moment très opportun. J'espère que vous avez eu l'occasion de prendre connaissance du règlement canadien sur l'accessibilité récemment publié dans la Gazette du Canada concernant l'élaboration de plans d'accessibilité et des rapports d'étape pour les organisations sous règlement fédéral. One of the great things that I really love about the Accessible Canada. Un des éléments importants avec la loi sur l'accessibilité, ça incarne l'esprit de coopération, collaboration, participation pour, par exemple, les personnes avec handicap. Et vous devez avoir un plan d'accessibilité. Vous pouvez dire comment vous avez consulté vos employés également en développant votre plan pour l'accessibilité. C'est un élément important de la loi. Il faut que ces consultations aient lieu. Lorsque des personnes avec les meilleures intentions essaient de développer un outil ou une ressource ou une initiative pour aider les autres sans les consulter au préalable,
elles ratent souvent la cible et finissent par exclure involontairement certaines personnes. Nous savons donc que l'implication des employés à chaque étape du processus aboutira à un produit plus efficace et plus inclusif. Mais comment aborder la consultation des employés en situation de handicap? C'est là toute la question. Luckily, I'm joined today by... Heureusement, avec moi, j'ai deux intervenants excellents qui ont beaucoup d'expérience dans ce domaine. Donc, je suis heureux de voir ces deux personnes avec nous. Alors, elles vont partager avec nous leur expérience concernant les personnes ayant un handicap et elles vont peut-être nous donner de bons conseils lorsque nous allons lancer notre voyage pour les consultations. Alors, première intervenante, quelqu'un que je connais depuis quelques années, j'ai collaboré avec elle déjà. Et je sais que j'ai participé à un processus de consultation qu'elle a dirigé. Elle a été excellente alliée pour l'amélioration de l'accessibilité et l'inclusion dans le service public. Mélanie Prévost, coordonnatrice principale pour l'accessibilité et Bibliothèque du Parlement. Tu as eu l'occasion de te reposer un peu pendant tes vacances des fêtes? Oui, merci Glenn. Oui, malgré tout, ça a été une très bonne pause. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Awesome. This is my second opportunity, but really the first opportunity to... Deuxième fois et la première fois vraiment de rencontrer Rosie Deneau. J'ai pu discuter avec elle ce matin pendant notre préparation. C'est quelqu'un de très sympa qui a beaucoup d'idées à partager avec vous concernant les consultations. J'ai hâte d'écouter sa présentation sur le travail qu'elle fait. Alors, bienvenue à Rosie, qui est responsable, directrice de l'accessibilité avec Agriculture et Agroalimentaire Canada. Alors, passons maintenant aux questions pour nos intervenantes. Alors, Mélanie, je vais commencer avec vous, si vous voulez bien. Oui, allez-y. Et vos responsabilités pour le projet du milieu de travail GC, premièrement, et aussi votre rôle avec la Bibliothèque du Parlement en ce qui concerne l'accessibilité et la consultation des personnes en situation de handicap. À toi, Mélanie. Bien sûr. Merci, Glenn. Donc, à SPAC, j'étais la coordonnatrice du Centre d'innovation du milieu de travail GC, où j'étais responsable de l'organisation de divers événements, notamment des sessions d'information, de formation, de co-création, et ainsi que des réunions de communautés de pratique. Tout ça pour expliquer aux gens, aux employés du gouvernement du Canada, qu'est-ce que le milieu de travail est, le nouveau milieu de travail GC, est. Et aussi, en raison de mon intérêt pour l'accessibilité et parce que je suis moi-même une personne en situation de handicap, j'ai également été membre de divers groupes de travail ou de comités sur l'accessibilité interne à SPAC et aussi des trucs interdépartementaux. À la Bibliothèque du Parlement, je suis maintenant la coordonnatrice principale de projet pour l'accessibilité. Donc, ma principale responsabilité, ça va être d'écrire ou de préparer le premier plan d'accessibilité de la bibliothèque. Et je travaille aussi sur diverses initiatives liées à l'accessibilité. Excellent, merci. Maintenant, Rosie, pourriez-vous décrire brièvement votre rôle à Agriculture et Agroalimentaire Canada en ce qui concerne l'accessibilité aux données et à l'évaluation? Merci beaucoup, Glenn. Je suis très heureuse d'être ici avec vous et Mélanie aussi. Ça m'avait fait plaisir de vous voir ce matin. Je voudrais aussi saluer tous nos participants qui nous ont rejoints aujourd'hui. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas en mesure de me voir, je suis une femme noire d'âge moyen. Je porte des lunettes. Aujourd'hui, je porte un veston bleu foncé à rayures verticales et horizontales ainsi qu'une camisole blanche à l'intérieur du veston. Donc, pour répondre à votre question, Glenn, bien que j'ai vraiment une solide expérience personnelle dans la mesure du rendement, je n'ai aucun rôle officiel dans la mesure du rendement et des données à Agriculture Canada.
Je suis présentement directrice du bureau de projet d'accessibilité et j'ai été recrutée avec le mandat de mener les consultations ministérielles pour la mise en œuvre de la loi sur l'accessibilité. Ça inclut bien évidemment le co-développement du plan d'accessibilité. Maintenant que notre plan d'accessibilité a été développé et approuvé par notre sous-ministre, oui, c'est ça. Mon rôle évolue vers la coordination des améliorations, c'est-à-dire on s'enligne vers la mise en œuvre du plan et aussi on est en train de regarder pour le développement de notre processus de rétroaction sur l'accessibilité qui est un instrument qui est décrit dans la loi, qui est demandé que nous devons mettre cet outil à la disposition des employés et aussi des clients. Et aussi, un rôle beaucoup plus, je regarde, parce qu'on regarde pour la mise en œuvre du plan, je regarde beaucoup sur on est en train de renforcer notre gouvernance en matière d'accessibilité afin de nous assurer que la mise en œuvre, du succès de notre mise en œuvre pour le plan stratégique. Wow. You see, I told you we had... Vous voyez, j'ai les deux personnes les meilleures pour participer à ce groupe. Alors, question suivante pour vous deux. Alors, Mélanie d'abord. Pour les personnes qui travaillent dans la mesure de l'évaluation et qui vont commencer à travailler sur un plan d'accessibilité, quels sont les premiers pas pour apprendre plus et pour se familiariser avec un projet aussi énorme? La chose que je ferais, c'est de revoir les conseils sur les plans d'accessibilité qui ont été lancés dernièrement. Je crois que c'était pendant les fêtes peut-être par GC lieu de travail. Et je crois que c'est disponible en Internet. Et il y a peut-être des séances d'information qui seront disponibles dans les semaines à venir. Je crois que vous aurez peut-être les informations précises sur ces séances d'information. Et également, regardez également les plans d'accessibilité des autres départements gouvernementaux. Ça va vous donner une bonne idée. Le SPAC a un plan d'accessibilité, le gouvernement provincial de l'Ontario également. Alors, ce sont des exemples de plans qui existent déjà. Et puis les rapports suite à la consultation sur l'accessibilité sur le milieu de travail GC. C'est un bon point de départ pour savoir la situation dans les lieux de travail. Et avec milieu de travail GC, c'est vraiment les conditions physiques que nous ont traitées, des différents obstacles et autres obstacles physiques. Donc, il y a beaucoup d'informations disponibles dans ces rapports. Oui, pour moi, en fait, le point de départ pour ces efforts, c'est de bien comprendre quels sont les objectifs et la raison d'être de cette loi sur l'accessibilité, comment l'intégrer dans votre département. Mélanie a mentionné les critères, les orientations qui sont bien définies. Nous n'avions pas ça au début, mais maintenant nous avons ces orientations, ces conseils, et nous avons donc les dernières orientations qui ont été acceptées pour informer vos efforts, et ça va vous donner confiance pour commencer ces consultations. Et nous avons également la stratégie sur l'accessibilité dans la fonction publique. C'est un excellent document de référence. Et quant aux statistiques, les lignes de base, vous avez des données et vous avez également la loi sur l'accessibilité. Vous pouvez également regarder les recensements, les données de recensement et puis les mesures identifiées par ou les situations identifiées par Statistique Canada. Vous pouvez également regarder les sondages les plus récents PSPC et puis des informations sur les consultations avec les personnes et en handicap. Et Mélanie aussi, elle a beaucoup travaillé sur ce dossier. Et nous avons beaucoup fait pour
obtenir des données réelles. Et je donnerai la priorité aux personnes qui ont vraiment une expérience vécue des situations pour les personnes ayant un handicap. Et ce sont des données qualitatives très utiles que vous pouvez utiliser pour savoir quel est votre objectif et comment réaliser votre objectif. Alors, je crois, Rosie, que vous avez été très engagé, ou vous avez un réseau très engagé pour et avec les employés. Est-ce que c'était un groupe que vous avez consulté dès le début? Oui, tout à fait. Lorsqu'il s'agit de consultation et planification, nous... Des recherches et des analyses, c'est-à-dire nous avons commencé à examiner les données, et comme je l'ai mentionné plus tôt. And then the first group, once we were ready, Et le premier groupe, dès le début, nous avions une très bonne entente avec eux. Nous avons bien collaboré et nous avons pu lancer une discussion avec ce groupe d'employés ayant un handicap. Et puis, nous avons travaillé avec eux pour bien définir les priorités les plus importantes et qui pourront être partagés donc avec d'autres groupes pour avoir la possibilité de passer un plan de développement ou de mise en application pour l'accessibilité. Mélanie, je ne vous ai pas dit donner la possibilité de répondre là sur cette question. Vous voulez dire quelque chose? Ben, je crois que Rosie a fait un très bon résumé de la situation. Donc, je ne dirai rien pour le moment. Pour le plan d'accessibilité de votre organisation actuelle, pouvez-vous nous donner un bref aperçu de votre planification de l'accessibilité et des consultations menées à ce jour? Absolument. Nous avons commencé avec des recherches et des analyses. Comme j'ai mentionné, les sources de données que j'ai mentionnées, c'est toutes les sources de données qu'on a regardées de près. Nous avons examiné tout ça. Ensuite, nous avons eu des conversations avec les personnes en situation de handicap pour non seulement comprendre les enjeux, mais aussi pour déterminer quelles étaient les priorités et que le ministère devait avoir sur l'accessibilité et l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et puis, avec toute l'information qu'on a recueillie, nous avons développé un plan de mise en œuvre, comme je le disais tantôt, mais un plan de mise en œuvre pour la loi qui était beaucoup axé sur l'établissement de l'urgence pour le changement, parce que vous savez, c'est une nouvelle loi, hein? Donc c'est vraiment axé sur le changement. Donc, il fallait créer cette urgence pour communiquer avec les gens. Donc, dans notre plan, nous avions décrit le pourquoi d'une loi sur l'accessibilité, pourquoi c'est important, quelles étaient les principales attentes de la loi, tant même au niveau du principe de rien sans nous, l'établir clairement dans le plan. Nous avons établi nos facteurs clés de succès dans le plan et puis aussi, nous avons mis les priorités qui ont été développées avec les personnes en situation de handicap pour consultation initiale dans le plan. Et aussi, le plan contenait un chemin critique qui nous amenait vers notre destination. Ça nous donnait une vue, OK, ça va prendre 6 mois, 9 mois, parce que je sais que maintenant, on regarde au délai de la fin de décembre. Donc, si vous avez un chemin critique, ça peut vous permettre de voir qu'est-ce que ça va vous prendre de la ligne de départ à l'arrivée. Donc, ça, c'est au niveau de la planification. Mais au niveau des consultations. Pour les consultations, nous avons mené des consultations initiales pour solidifier nos priorités et nos résultats attendus. Ensuite, nous avons mené des consultations pour développer des engagements pour chaque priorité. C'était quasiment 2 étapes. Nous avons mené les consultations sur là une approche que je dirais une approche ascendante et descendante. On impliquait les employés en situation de handicap, les communautés fonctionnelles, le personnel de tous les niveaux, la haute direction, les régions, tout ça. Et puis, on a aussi... on a utilisé une stratégie, comme je pourrais l'appeler, un modèle à 4 niveaux. Donc, c'était un modèle qu'on voulait pour augmenter aussi, maximiser la participation de tous, parce que la loi sur l'accessibilité est assez... c'est une loi assez large. Donc, on a essayé, notre modèle a été de regarder, on voulait voir des gens qu'on voulait garder informés parce qu'il fallait sensibiliser les gens, des gens qu'on voulait consulter sur les analyses, des gens qu'on voulait impliquer comme les communautés de pratique, par exemple, les communautés, parce que c'est les communautés qui vont vraiment être incluses dans la mise en œuvre de la loi, donc comment les impliquer. Et finalement, les communautés
qu'on voulait collaborer avec. Et là, bien entendu, vous pouvez me voir venir avec les personnes en situation de handicap. Notre approche était vraiment la collaboration, c'était des partenariats avec les personnes en situation de handicap. Et c'était un partenariat vraiment pour chaque aspect de la prise de décision, donc, y compris quand on voulait faire des solutions, quelles solutions de rechange, et aussi identifier les solutions préférées avec eux, donc, et aussi donc, prendre en compte. C'était quasiment une collaboration à chaque étape pour eux avec les personnes en situation de handicap, juste au point où, quand on avait des engagements qui étaient développés, on a validé ces engagements avec eux également. Mélanie? Ben, moi, ça fait juste 3 mois que je suis à la bibliothèque, juste un petit peu plus que 3 mois. Donc, dans ces 3 mois-là, j'ai vraiment préparé un cadre pour notre premier plan d'accessibilité. Je me suis basée sur le résumé du projet de règlement canadien sur l'accessibilité qui avait été sorti l'an dernier, je crois. Donc, c'est un excellent outil qui m'a aidé à expliquer à l'équipe de gestion ce que nous devions faire pour respecter la loi. Ça comprenait vraiment là, les échéanciers, les besoins obligatoires, les prochaines étapes et encore plus. Donc, ça m'a permis de vraiment préparer notre ligne du temps, mettons, pour s'assurer qu'on ait un plan de prêt pour la fin de l'année prochaine, pardon. De cette année? Non, on est en 2022, de cette année. Donc, pendant la préparation de ce cadre-là, j'ai rencontré de nombreuses personnes et de nombreux groupes à la bibliothèque. J'avais jamais travaillé pour c'est pas un ministère, mais pour une organisation petite comme ça, mais en même temps qui touche beaucoup parce qu'on travaille sur la colline avec d'autres partenaires. Donc, j'ai vraiment pris du temps pour m'asseoir avec les cadres supérieurs pour comprendre leur façon de faire et de voir comment ils voyaient le tout. Je me suis aussi assise avec les responsables des domaines prioritaires, le sous-comité sur l'accessibilité du comité de diversité et inclusion de la bibliothèque. Et quand ils ont annoncé que j'arrivais, il y a aussi des employés qui m'ont approché directement pour commencer à jaser accessibilité. Donc, c'était super intéressant de voir qu'après seulement quelques semaines, les gens m'approchaient directement puis que je n'avais pas besoin de chercher trop longtemps. Côté consultation, nos premières consultations officielles avec les employés vont avoir lieu plus tard en janvier. On n'a pas présentement de réseau des personnes handicapées à la bibliothèque. On va en avoir un d'ici quelques mois. Je me suis lancée à être un des co-chairs pour le moment, du moins. Donc, je vais m'assurer de parler avec eux. Mais on travaille aussi sur des façons de consulter d'autres groupes, comme le public qui a accès à nos espaces, parce que on s'occupe des visites guidées, entre autres, sur la colline du Parlement et d'autres trucs du genre, et nos clients qui sont les parlementaires et les sénateurs. Donc, c'est des choses qui sont un petit peu plus compliquées, ou des groupes qui sont un petit peu plus compliqués à consulter. Puis, on va travailler un peu plus en profondeur là-dessus au cours des prochains mois, mettons. I'm not even going to ask you. I'm just going to add your name. Donc, je vais ajouter votre nom au groupe interministériel de coprésidents. J'y suis déjà. Tout à fait. Ça me convient bien. Donc, je vais rester avec vous. Mélanie, vous pouvez aussi donner la parole à Rosie. Mais je voudrais savoir quels seraient les conseils que vous donneriez à une petite équipe ou une personne qui ne fait que commencer à élaborer un processus. Je dirais, il ne faut pas réinventer la roue, utiliser son réseau, parler à la personne qui a un réseau de personnes en situation de handicap ou créer un groupe. Je ne peux pas me donner le mérite. Il créait déjà un groupe quand je suis arrivée, mais je sais qu'il y a beaucoup de ministères qui créent ce genre de groupe. Vous pouvez aussi rejoindre un groupe de travail ou une communauté de pratique qui parle d'accessibilité. Il y en a beaucoup et où on peut aller chercher
de l'information très intéressante et créer des liens. Et comme il a été dit, regardez ce qui existe déjà, posez des questions. Et il y a toute une communauté de l'accessibilité. Donc, nous sommes toujours là pour répondre à vos questions. Super. Donc, peut-être poser les questions, Rosie, parce qu'elle a toutes les réponses. Donc, il suffit de communiquer avec Rosie. Vous avez toutes les réponses, Rosie, non? Pas de commentaires? Eh bien, je serai très heureuse de répondre, mais je sais que la situation de chacun est différente. L'interprète a perdu le son. Il n'entend plus Rosie. Malheureusement, nous avons perdu Rosie. I think we did. Sorry, I can hear you now. Désolée, je ne vous entendais plus. J'ai perdu la connexion. Est-ce que je vous entends maintenant? Oui, vous m'entendez. Donc, oui, ce que je disais, si vous ne faites qu'entamer le processus, prenez le temps de comprendre les attentes de la loi et du règlement, comme il a été mentionné, et aussi tournez-vous vers des mentors, comme l'a dit Mélanie. Regardez quelles sont les personnes en situation de handicap dans votre organisation et aussi vérifier s'il y a des réseaux, des initiatives qui existent déjà pour ne pas avoir à réinventer la roue. Et faites cette analyse. Même si vous êtes une petite équipe, vous pouvez faire des recherches ciblées pour pouvoir lancer la conversation en vous sentant plus à l'aise. Essayez aussi de bien comprendre votre environnement, surtout si vous venez d'arriver, vous êtes nouvelle comme moi. J'ai dû vérifier qui faisait quoi, quel était leur intérêt. Je l'ai fait pour toutes les parties prenantes, aussi bien à l'interne qu'à l'externe. Et c'est comme ça que j'ai pu connaître les différents réseaux, les différentes personnes intéressées. Mélanie a parlé d'un cadre qu'elle a élaboré. Et en ce qui me concerne, j'ai élaboré un plan d'action. On peut aussi élaborer une analyse qui doit être présentée au sous-ministre adjoint. C'est ainsi que vous obtiendrez les autorisations nécessaires. Et donc, c'est quelque chose à présenter, une analyse un dossier, donc une analyse de cas. Très bien, donc, je voudrais saisir l'occasion pour mentionner aussi, quand vous êtes revenu, votre caméra montrait une belle table de poule. Ah, mon Dieu. Ah bon, d'accord. Merci de me le faire savoir. Très bien. Je vais tenter de bouger la caméra. Donc, question suivante à Mélanie. Décider qui consulter et comment avez-vous fait pour avoir des gens de tous les types de handicap et tout en respectant la confidentialité de cette information? Comme l'initiative du milieu de travail GC est une initiative à l'échelle du gouvernement, c'était plus facile pour nous d'aller chercher des gens parce qu'on avait un très, très grand bassin d'employés auxquels on pouvait parler. On voulait vraiment comprendre c'était quoi les obstacles pour ces personnes en situation de handicap-là auxquels ils rencontraient dans leur milieu de travail. Puis, ce qu'on a fait, c'est qu'au lieu de faire des séances où tous les types étaient présents dans une même séance, on a décidé de faire des séances par type.
Donc, on s'est basé sur les types qui sont dans Ocro. Je me souviens jamais de l'acronyme en français, pardon, excusez-moi, mais donc Ocro et Statistique Canada ont vraiment 10 types. Donc, nous, on a pris les mêmes types. Et dans l'inscription, les gens, il fallait qu'ils s'inscrivent à nos séances, vu que c'était Banque gouvernement canadien. Et on a poussé un petit peu la note, je dois avouer. On a demandé aux gens de répondre à quelques questions. Toutes les questions étaient obligatoires dans l'inscription. Et une de ces questions-là était « Quels sont vos types de handicap? » Les gens pouvaient participer à plus qu'une séance s'ils voulaient, mais vraiment, chaque séance portait sur un type très particulier. Au cours des inscriptions, on a eu moins de 10 courriels qui nous demandaient pourquoi on osait, si je peux dire, demander le type de handicap de chaque personne. Après leur avoir expliqué qu'on voulait vraiment s'assurer que les personnes qui s'inscrivaient étaient des personnes en situation de handicap, on voulait vraiment le rien sans nous pour ces séances-là. Habituellement, les gens faisaient « Ah, OK, merci, on comprend », puis ils s'inscrivaient sans question. Je pense que sur les quelques 500 inscriptions qu'on a eues, on a eu une personne qui a vraiment fait un commentaire un petit peu plus négatif, mais cette personne-là, finalement, a quand même participé. La liste des participants, incluant leurs réponses à ces questions-là, était sauvegardée sur GC Docs, qui était un site habituellement où tous les employés ou plusieurs employés ont accès, mais on a limité pour cause de confidentialité à 2 personnes, qui étaient moi qui s'occupais du projet, puis un autre en backup. Et c'était la même chose pour les enregistrements de chacune des séances. On voulait être capable de revenir sur ce que les gens nous disaient pendant qu'on écrivait les rapports, entre autres, et des choses comme ça. Donc, on a sauvegardé, et les gens étaient au courant en avance, sauvegardé chacune des séances, mais il y avait juste moi et la personne qui écrivait les rapports qui avaient accès. Et aussitôt que le projet était fini, on a supprimé tous les données. Donc, ça, on a avisé vraiment les gens dès le début. Donc, malgré le fait que c'était un petit peu... On a poussé un peu la note en côté confidentialité, mais en même temps, les gens ont compris pourquoi et ont accepté de participer quand même en très grand nombre dans le projet. Super. Rosie, tu as réglé ton caméra? Je n'ai pas pu vérifier parce que je n'ai pas pu redémarrer la caméra. Ça me dit c'est l'équipe technique qui a le contrôle de la caméra. Alors, je vais essayer. It says you cannot start your video because the host has stopped it. Donc, ils disent que ce n'est pas possible pour moi parce que ma vidéo... Maintenant, OK. Oui, très bien. Oui, OK. Tu as entendu la question, Rosie? Oui, c'était quoi la question? Comment avez-vous décidé qui consulter? Oui, et comment avez-vous fait pour avoir des gens de tous les types de handicap tout en respectant la confidentialité de cette information? OK. Pour décider qui consulter, c'était facile. On a pu, parce qu'on avait fait ce travail de recherche, et puis aussi les piliers de la loi de manière intuitive. On sait qu'on devait avoir toutes les communautés, que c'est l'emploi, c'est les technologies de l'information, c'est l'acquisition des biens et des services, ce sont les programmes et les services. On savait aussi qu'il fallait amener les gestionnaires à la table, les régions, parce qu'on a un ministère qui a une présence régionale et aussi d'autres communautés. Donc, il ne faut pas oublier que j'ai aussi mentionné que j'ai fait une cartographie des parties prenantes. Alors, j'avais une bonne idée de qui consulter. Nous avons aussi dressé une liste, des listes de noms pour chaque priorité que notre équipe de communication interne a pu valider pour nous, pour savoir qu'on a les bonnes personnes, le bon mix. Donc, ils ont fait ça au niveau de la décision de qui consulter. Au niveau de la confidentialité des informations, comme nous avons un réseau
de personnes en situation de handicap qui est bien établie. C'est une chance pour nous à Agriculture et Agroalimentaire Canada. Donc, on a 2 coprésidentes qui sont très impliquées et aussi très organisées. Donc, on a passé par les coprésidentes pour envoyer les invitations au reste de la communauté à chaque fois qu'on faisait des invitations. Donc, et comme ça, ils avaient déjà des liens bien établis avec le reste de la communauté à Agriculture et Agroalimentaire Canada. So this next question, you've touched on it. You may have some more. Question suivante. Vous avez abordé cet aspect. Vous avez peut-être quelque chose à ajouter. Comment avez-vous rejoint ces personnes? Vous saviez qui vous vouliez rejoindre. Eh bien, j'ai rencontré des personnes en situation de handicap qui étaient coprésidentes. Quand je suis arrivée, il y avait une personne qui devait avoir une réunion et j'ai dit, est-ce que je pourrais être invitée? Donc, j'ai été invitée avec les champions, comme on les appelle, et les personnes, ça m'a permis de les écouter et de bien comprendre les expériences vécues par ces personnes. Ensuite, il y avait un suivi à faire parce que nous avions fait certaines promesses et ça a été le début d'une bonne collaboration entre nous. Et pour les autres communautés, nous avons inclus le plus grand nombre possible de personnes pour ce qui est d'élaborer la vision. Nous avons été tout à fait ouverts, transparents, respectueux dans nos communications. Et quand on faisait une promesse, eh bien, on la tenait. Et quand nous approchons une communauté, nous sommes bien préparés à avoir une conversation et les gens savaient à l'avance quelle était la contribution recherchée de leur part. Donc, ça a permis de bonnes communications avec les communautés. Avez-vous organisé les consultations et quels sont vos conseils en matière de bonnes pratiques? Pour ce qui est de GC Workplace, du milieu de travail GC, notre plan initial était d'organiser 14 séances en personne, 7 en anglais et 7 en français pour 7 types de handicap. Donc, vision, audition, mobilité, flexibilité, dextérité, santé mentale, les troubles sensoriels et environnementaux, cognitifs et intellectuels. En raison de la COVID, nos séances ont été faites virtuellement et suite aux commentaires reçus et au nombre élevé d'inscriptions, nous avons ajouté 11 nouvelles séances et un nouveau type de handicap qui était maladie ou douleur chronique. Dans le fond, on a pris tous les types là j'ai l'acronyme en français, de la BDPRH, donc ACRO, et de Statistique Canada. Les seuls petits changements qu'on a faits, c'est qu'on a supprimé la catégorie « Autres ». On la trouvait un petit peu trop vague pour le genre de consultation qu'on voulait faire. Et on a groupé mobilité, flexibilité et dextérité qui sont séparés dans ces listes-là. Donc, les personnes, comme je l'ai mentionné plus tôt, pouvaient participer à autant de sessions qu'elles le souhaitaient. On a offert le sous-titrage à toutes les séances. Donc, on avait fait vraiment des séances séparées en français et en anglais parce que c'est plus accessible. Puis, on sait tous que quand on fait des sessions bilingues, habituellement, on a l'habitude de s'en aller dans une langue ou dans l'autre, ce qui peut être un petit peu plus problématique pour certaines autres personnes. Puis, une chose que moi, j'ai remarqué, parler d'histoires qui me touchent, c'est beaucoup plus facile dans ma langue maternelle que dans l'autre langue. Donc, on voulait faciliter ça aussi. On a offert l'interprétation en ACL ou LSQ pour toutes les séances sur les handicaps de l'audition, les troubles de l'audition, et sur demande pour toutes les autres séances. Nos présentations étaient envoyées à l'avance aux participants, la présentation PowerPoint, et elle était entièrement accessible. Nous avons également partagé, discuté de règles d'engagement avec les participants au début de chaque séance afin que tout le monde soit sur la même longueur d'onde.
Ça expliquait, par exemple, de laisser votre caméra ouverte si vous le vouliez, comment chatter, plein de trucs comme ça, de tweeter si les gens le voulaient, plein de trucs. Je vais faire, on a fait un blog avec plein de cette information-là sur notre page GC Connex la liste complète, elle est dans le blog si ça vous intéresse. Chaque séance a duré 3 heures. Ça, c'était un petit peu plus difficile. C'était long, mais en même temps super rapide. Donc, je changerais peut-être si j'avais à en refaire d'autres. Définitivement, celles que je vais faire à la bibliothèque ne seront pas de 3 heures, mais ça valait la peine dans notre situation. L'ordre du jour comprenait une courte présentation de ce qu'était le milieu de travail GC, juste pour s'assurer que tout le monde sache de quoi il s'agissait, suivi de 3 exercices. Donc, on leur demandait ce qui fonctionnait sur leur lieu de travail. On ne veut pas juste être dans le négatif, on veut voir vraiment ce qu'on doit garder. On leur a demandé quels étaient les obstacles auxquels ils faisaient face dans leur milieu de travail. Puis, on a eu aussi une discussion sur des éléments très spécifiques, les salles de bain, les tapis, les couleurs utilisées, des trucs comme ça, qui étaient vraiment importantes pour nos employés pour s'assurer qu'on puisse régler les problèmes dans le futur. Donc, comme je l'ai mentionné tantôt, nous, on travaillait vraiment dans le domaine de l'immobilier ou des biens immobiliers, mais on voulait obtenir des commentaires sur ce sujet-là, mais on a décidé de laisser les participants parler de peu importe quel sujet ils voulaient aborder, que ce soit les ressources humaines ou d'autres choses. Les participants pouvaient partager leurs idées de différentes façons. Ils pouvaient parler devant ou derrière la caméra. Ils pouvaient partager leurs idées dans le chat avec tout le monde ou encore envoyer un commentaire à un des modérateurs qui les partagerait de façon anonyme avec le restant du groupe. Une équipe formidable a vraiment travaillé sur ces consultations et je pense que c'est vraiment la clé, surtout quand on a des gros groupes comme dans certaines des consultations qu'on a fait. Donc, on avait 3 co-facilitateurs, 2 qui dirigeaient la discussion et un 3e qui était comme le professionnel du milieu de travail GC qui était capable de répondre à certaines questions s'il y en avait. On avait également 2 modérateurs qui surveillaient le chat, qui aidaient à résoudre les problèmes techniques et qui s'occupaient des participants irrespectueux si c'était le cas. On en a eu très, très peu. Je pense qu'on en a eu 2 avec 259 participants. Donc, je pense qu'on a eu une très bonne moyenne au bâton, mettons. On avait également un preneur de notes qui est le rédacteur de nos rapports. Et aussi un observateur. Le rédacteur et l'observateur ne pouvaient pas parler aux gens, mais ils étaient là pour nous faire des petits messages comme dans le background pour nous aider, nous dire cette personne-là a l'air, parce que quand tu as 20 petites fenêtres ouvertes en avant de toi, des fois, c'est difficile de voir tout le monde. Donc, ces gens-là pouvaient nous flaguer certains trucs. Ça peut sembler beaucoup à être 7 ou 8 dans le background d'une consultation comme celle-là, mais sérieusement, je n'aurais pas pu faire ça sans eux. Donc, j'ai parlé déjà du blog. Présentement, là, à la bibliothèque, les consultations vont être un petit peu différentes, juste parce que je n'ai pas le même bassin d'employés. Pour les consultations, je vais organiser des sessions virtuelles. On n'a pas le choix à cause de COVID. Certaines séances sont destinées directement aux personnes qui s'identifient comme ayant un handicap. Comme je n'ai pas présentement pas de comité, mais de network ou de réseau, on va envoyer un appel à tous pour voir les gens qui veulent participer. Puis, on va aussi faire la même chose pour les groupes de gens qui sont juste intéressés ou qui travaillent en accessibilité. Puis, s'il y a quelqu'un qui ne se sent pas à l'aise pour participer à ces séances de groupe-là, on va proposer des séances privées sur demande. La raison pourquoi je le fais moi-même, puis qu'on n'engage pas, par exemple, des consultants, c'est qu'en ayant travaillé en accessibilité, en étant moi-même une personne en situation de handicap, j'ai souvent des sous-questions qui m'aident à comprendre ce que j'ai besoin. Donc, le faire moi-même ou avec une équipe à l'interne, c'était beaucoup plus efficace pour nous, du moins, que de le faire avec un groupe de consultants, par exemple.
Puis ça, pour moi, en tout cas, je trouve que ça apporte une touche plus personnelle, puis ça aide les gens à s'ouvrir. Pour nos consultations à la bibliothèque, on est encore en train de travailler sur certaines autres initiatives qu'on va faire, mais on regarde par exemple pour un formulaire de commentaires en ligne et d'autres séances plus précises avec des spécialistes des domaines prioritaires de la loi dans le futur, mais ça reste encore à détailler un petit peu plus. So I'm cognizant of time. Donc, nous avons commencé tard, malheureusement. Nous avons perdu un certain nombre de participants. Mais 2 autres questions très rapidement. Rosie, avez-vous des recommandations pour ce qui est des ressources ou du soutien qui peuvent être utilisés? Eh bien, j'ai été très bien soutenue au ministère de la part du sous-ministre lui-même, a dirigé des conversations avec des personnes en situation de handicap. Il y avait un champion, il y avait un réseau et aussi soutien d'affaires publiques. Et ainsi, on a pu avoir un consensus et j'avais aussi un siège à la table du sous-ministre sur la diversité et l'inclusion. Donc, j'ai pu soulever les questions d'accessibilité, discuter des conclusions avec d'autres sous-ministres adjoints. Mais si votre organisation est différente, je recommande d'élaborer un plan de mise en œuvre solide, une analyse de cas pour indiquer le soutien dont vous avez besoin, les ressources aussi, parce que c'est vraiment la clé. C'est ainsi qu'on pourra mettre en œuvre un plan d'accessibilité. Si un projet d'envergure, donc si vous avez un plan de mise en œuvre et ensuite, si vous pouvez le présenter à une table où des hauts fonctionnaires sont représentés, eh bien, à ce moment-là, vous allez pouvoir obtenir un soutien. Mélanie, il vous reste 1 minute pour nous dire quels sont les défis que posent vos consultations. Eh bien, je dirais, c'est très difficile du point de vue émotif. Ça peut sembler bizarre, surtout quand on consulte des personnes en situation de handicap et vous racontent des histoires qui ont été très difficiles pour eux. Pas facile de parler des obstacles qui se présentent aux personnes handicapées. Donc, même à la fin de la séance, donc les dernières séances, il y avait personne pour donner de l'aide en matière de santé mentale parce que il y avait des gens qui pleuraient, qui riaient. On a entendu des choses assez horribles parfois. Donc, il ne faut pas oublier cet aspect et prévoir quelque chose parce que tous mes coéquipiers m'ont dit que c'était une expérience extraordinaire, mais très difficile, très éprouvante. Donc, c'est une bonne chose, mais il y a aussi beaucoup d'histoires tristes. Oui, bon point. Maintenant, nous devons passer à la période de questions-réponses. Ceux qui nous écoutent, donc, pouvez écrire vos questions. Donc, j'ai déjà quelques questions qui sont arrivées. Désolée, je ne suis pas très bon pour ce qui est de traduire. Donc, je vais les lire
dans la langue de la question. Toutes les questions pour l'instant sont en anglais. Première question. Les panélistes peuvent-elles nous dire comment elles ont pu rejoindre des personnes qui ne s'auto-identifient pas? Comment trouver ces personnes et les rejoindre? Rosie? Oui. Pour ce qui est des gens qui ne sont pas auto-identifiés, nous avons travaillé en étroite collaboration avec le réseau de personnes handicapées. Mais si vous regardez la loi, elle est très vaste. Il s'agit de supprimer les obstacles pour tout le monde. Donc, il y a eu des consultations à tous les niveaux, du bas vers le haut, du haut vers le bas, avoir tous les gestionnaires aussi impliqués. Nous avions les gestionnaires au niveau régional. Nous avons approché aussi la question de l'intersectionnalité et en ayant une couverture très large, il y avait une blague au travail. Je disais, je parle à tout le monde qui veut me parler. Donc, si une personne s'adressait à moi et, comme l'a dit Mélanie, il faut mener la conversation parce que souvent, il y a des questions de suivi et à ce moment-là, nous pouvons avoir d'autres conversations. Mais avoir cette approche dans tous les niveaux et dans tous les sens, c'est la façon d'y arriver. Super. Mélanie, ce chose que j'ajouterais, par exemple, à la bibliothèque, ce que je fais, 2 séances individuelles, une pour les gens qui s'auto-identifient et une autre, l'interprète n'entend plus ce que dit Mélanie, malheureusement. Donc, c'est une séance, je dirais peut-être déguisée, mais ce faisant cela, ils n'ont pas vraiment besoin de s'auto-identifier et il pourra y avoir une rétroaction anonyme. Donc, ce sera plus facile de rejoindre les personnes qui ne veulent pas s'auto-identifier. I like this next question. Okay. We'll go back to you, Rosie. How can people with disabilities ensure that they are contributing meaningfully? So what can they do when they feel like the consultation they participate in wasn't exactly all that meaningful or inclusive? That's a very good point. Comment est-ce que les gens peuvent avoir l'assurance que ce qu'ils ont dit, que la consultation ait été utile? Quelque chose que nous avons fait, nous utilisons beaucoup Slido pendant nos consultations et ça nous a permis de permettre aux gens de participer, même si les gens ne veulent pas être sur caméra, ils peuvent répondre, participer à travers Slido. Et quant à des consultations opportunes et significatives, nous sommes très transparents. Nous avions également une bonne entente avec la communauté concernant les consultations. Et tout ce que nous avons promis, nous avons essayé de le faire. Et puis après les réunions, il y a un compte-rendu, un procès-verbal qui est partagé avec la communauté. Et ça nous a permis de savoir que la consultation est utile. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas seulement une consultation, c'est une collaboration, c'est un partenariat. Participer dans la prise de décision pour pouvoir tenir compte de ce que nous avons entendu dans les conversations et pour que leur contribution soit utilisée. Mélanie?
Pour la première partie de la question, comment nous assurer que les gens vont pouvoir contribuer de manière réelle et utile. Alors, si vous avez un handicap, dites-nous la vérité. Quels sont les obstacles auxquels vous avez dû faire face? Ça nous aide beaucoup à modifier les politiques, les espaces physiques, etc. Et donc, je crois que ça, c'est très important pour commencer. Et puis, pour les consultations que nous avons entreprises au SPAC, les gens, je dis aux gens, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, il faut nous le dire. Par exemple, il y avait une équipe qui répondait si l'équipe ne pouvait pas me contacter, bon, j'essaie d'éviter les courriels génériques parce que je préfère parler à des gens directement, pas simplement avoir une boîte courriel générique. Nous voulons que les gens nous disent ce qu'ils pensent, mais même avec les présentations. Nous n'étions pas là simplement pour cocher des boîtes. Et nous l'avons toujours dit, nous voulons que les gens nous disent quels sont les obstacles auxquels vous devez faire face afin de pouvoir remédier à ces situations. Et ce n'est pas parce que nous parlions dans les séances que c'est ça la raison d'être, ce n'est pas pour que nous parlions, c'est que nous parlions pour ces gens. Et ce que nous disions, ça trouvait un écho chez les personnes qui nous écoutaient. Ils ont vu que nous sommes des gens qui s'intéressent à eux. Et c'est très important de bien choisir les gens qui participent dans vos séances. Et je peux rajouter que si vous voulez participer, il faut devenir membre d'un réseau d'employés. Ce serait la première étape. Et puis, si vous ne connaissez pas ou si vous ne savez pas s'il y a un réseau d'employés, il faut vous renseigner. Et s'il n'y a pas un réseau, enfin, vous n'avez pas besoin d'être au niveau d'un sous-ministre adjoint ou autre pour lancer un réseau. Question suivante. Il cherche des informations sur le nouveau réseau interdépartemental pour les coprésidents sur l'accessibilité. Et je vais dire que tout comme fait l'école, pour tous les événements, les participants vont recevoir une trousse d'informations sur les participants et sur ce nouveau réseau. Voilà. Alors, question suivante. Nous en avons peut-être parlé, mais est-ce qu'il y a des recommandations précises sur comment engager les personnes avec un handicap dans les différentes régions? Et je ne sais pas. Mélanie? Ben, vous savez, avoir des séances en personne, c'est une chose, et virtuel, c'est autre. Mais virtuel, c'est plus inclusif parce qu'on peut vraiment avoir des gens, des régions. Et ce que nous avons fait, nous n'avions pas pensé à cela au début, mais c'était quelque chose de positif finalement, d'avoir des réunions virtuelles. Nous avons fait ça pendant l'après-midi pour que tout le monde puisse participer. Et il y avait même des gens de certaines des missions canadiennes à l'étranger. Parce que c'était virtuel, ils ont pu participer. Alors ça, c'est un aspect positif. Je sais que pour certains départements, et c'était avant Covid, certains départements sont vraiment allés visiter les régions pour avoir la rétroaction en personne. C'est peut-être difficile cette année, encore une fois, mais faites-le virtuellement, invitez des gens de partout. Et tous ces gens ont beaucoup d'informations à partager. Ils ont des points de vue différents par rapport à nous, ici dans la capitale. Oui, je vois une question en français. La meilleure façon de rejoindre les personnes en situation de handicap dans la planification de projets non liés à l'accessibilité, en particulier afin que ce groupe de personnes puisse aussi aider à développer des plans institutionnel. Wow. Okay. Rosie, you want to go first? Rosie? Bonne
donc, que je disais, quand je parlais avant, parce que c'est pas seulement les personnes en situation de handicap, donc je parlais des gens qu'il fallait impliquer, comme les communautés qu'il fallait impliquer, parce que ce sont, par exemple, les ressources humaines, la communauté GITI, que ce soit pour l'acquisition des biens, tous les endroits. Donc, il fallait les impliquer. Tout ce que j'ai essayé de faire quand je faisais les consultations, j'ai essayé d'identifier des gens à tous les niveaux dans ces communautés pour avoir une bonne perspective des employés, aussi des gestionnaires, des gens qui vont être capables de prendre des décisions au moment de la mise en œuvre. Et puis, c'est ce que je disais, que je travaillais avec les gens de communication interne chez nous, à AC, et puis on a pu valider ces listes, et puis on les a invités tout simplement à venir s'asseoir avec nous. Melanie? La seule chose que je rajouterais, c'est que, puis c'est pas directement pour les consultations, mais c'est une chose que j'ai vue beaucoup. L'accessibilité, c'est une question de culture. Si vous changez la culture, les gens vont penser à l'accessibilité from the get-go. Je pense que c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Donc, faire des activités ou des initiatives qui parlent des personnes en situation de handicap ou qui parlent d'accessibilité, que ce soit des lunch and learn qui ont, dans le fond, c'est des gens qui peuvent aller parler de leurs handicaps, de ce qu'ils vivent au travail, à la maison, etc. Juste enlever les tabous, ça peut beaucoup aider aux gens, après ça, qui ne travaillent pas nécessairement en accessibilité, mais qui vont y penser automatiquement du début. Donc, je pense peut-être aussi même à on en a fait quelques-uns là, au travers des années, mais un Ask Me Anything, poser des questions à des gens qui sont willing, parce que c'est pas tout le monde qui aime poser des questions, mais qui aime répondre à des questions sur leur handicap. Mais des trucs du genre, ça aide beaucoup, beaucoup les gens à comprendre et à inclure from the start. Donc, ça serait peut-être quelque chose qui c'est pas nécessairement une activité de consultation, mais ça peut aider dans vos plans aussi ou dans le fait d'inclure tout le monde. Okay. All right, we have another question here. Encore une question. J'avais une question là. La rémunération des employés, des personnes avec un handicap, nous voulons les entendre. Et comment mieux engager les communautés pour le développement de nos plans pour l'accessibilité, tout en minimisant le fardeau de la réponse. Est-ce que ça pose un problème, Rosie? Eh bien, c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Et ce que je dirais, c'est que il faut avoir un objectif dans vos engagements. Il faut respecter le temps des personnes et si nous faisons une réunion de 2-3 heures, ça dépend de la conversation, nous pourrons peut-être organiser une autre réunion pour continuer avec quelqu'un qui a plus contribuer. Mais en général, je crois qu'il faudrait nous limiter à 1 heure, 1 heure et demie. Et il faut être très stratégique. C'est pourquoi je mets beaucoup d'emphase sur la préparation, les résultats, les analyses et avoir les consultations pour combler les lacunes. Et vous n'avez pas besoin d'obliger les gens, enfin les gens sont prêts en fait à venir si c'est un espace sécurisé, où ils se sentent en sécurité, où les gens peuvent partager leurs idées. Et lorsqu'on organise des discussions, les gens sont prêts à être ouverts, à avoir des conversations franches. Comme disait Mélanie, souvent ces expériences vécues sont très difficiles et ça permet aux gens de participer. Alors, il faut trouver le moyen de comprendre quelle est la situation des gens. Et lorsqu'il s'agissait de développer nos différents engagements, nous avons organisé 8 séances parce que
nous avions déjà beaucoup consulté les personnes, les participants. Et le fait est, lorsqu'on a des réunions et lorsqu'il y a un procès verbal, les gens voient que le procès verbal reflète les discussions. Et il faut faire preuve de beaucoup de respect pour les personnes. Alors, il faut vraiment que nous nous soyons préparés. Il faut également envoyer les matériels d'avance pour permettre de mieux utiliser le temps de la réunion et réduire le fardeau sur les participants. Mélanie? Avec des séances où les gens peuvent s'inscrire, ou simplement décider s'ils veulent participer, c'est une chose. Mais j'ai remarqué, et j'en ai discuté avec différentes personnes, je crois qu'il y a des personnes qui sont vraiment prêtes à donner leur avis sur n'importe quoi, prêtes à nous parler de n'importe quoi. Et je crois que nous demandons trop. Mais des fois, surtout lorsque nous donnons la possibilité aux gens et ils sont vraiment enthousiastes pour nous parler de leurs expériences. Alors, il ne faut pas croire que personne ne veut être consulté, personne ne veut partager. Il y a plus de gens qui veulent participer et aider que des gens qui vont dire non, non, je suis trop occupé. Et s'ils sont vraiment trop occupés, bon, ils vont le dire. Et en participant, en travaillant avec les raisons, on peut envoyer 10 demandes. Et puis les gens vont participer à la séance qui les intéresse. Alors, c'est ce que je ferai moi, ou ce que je dirais moi. De très bons points. Je vais rajouter, et vous avez raison, Mélanie, que il y a des différentes communautés et cette communauté est peut-être prête à partager, mais je dirais quand même que les gens doivent avoir l'impression qu'on les écoute, qu'on les entende. Et si vous les écoutez, vous les entendez, ils le savent, vous allez pouvoir développer une bonne relation. Et sinon, vous allez perdre peut-être leur bonne volonté. Encore une bonne question. Comment est-ce que vous avez fait le pont entre la première ligne et la direction concernant l'accessibilité? Est-ce que les dirigeants, les gestionnaires ont été invités aux réunions sur l'accessibilité ou est-ce qu'ils ont fait partie d'un autre processus? Especially when it came the time when we were developing commitments. Nous, les gestionnaires étaient invités. Nous avions des réunions qui étaient présents pendant le développement de la vision, le développement des priorités et également lorsque nous avons défini les différents engagements, parce que ces engagements vont être mis en pratique par les gestionnaires, bien sûr. Et évidemment, nous les avons consultés, ils ont participé. Mélanie? Rosie? Tout dit, très bien. Et je vais rajouter simplement que lorsque on consulte les personnes ayant handicap dans les lieux de travail, nous avions participation à tous les niveaux. Donc, les occasionnels, les employés permanents. Et nous avons pu avoir des gens, même au niveau DG. J'aurais aimé en avoir d'autres, mais nous avons quand même pu consulter avec eux. Et ces gens aussi ont partagé leurs idées sur les obstacles auxquels ils faisaient face. Mais tout ce qu'a dit Rosie, nous avons fait et nous avons continué de faire au niveau de la bibliothèque. Merci, excellent. Another question is asking, where can we find accessibility plans? Une autre question. Où est-ce que nous pouvons trouver des plans d'accessibilité? Où peut-on trouver des plans? Donc, vous pouvez utiliser l'outil, le bon outil. Il faut utiliser la fenêtre plus petite pour
le hub d'accessibilité. Je ne peux pas dire pour certains si Rosie, je vais appeler le plan, je veux dire le plan de Rosie, c'est le plan de la de AFC. Alors nous continuons donc avec les questions. On me dit, voilà, notre équipe est tellement efficace, je ne peux même pas. Oui, voilà, ils nous donnent l'information, c'est sur la plaque tournante. Rosie, votre plan est disponible. Alors, consultation avec les gens à l'extérieur du gouvernement, les clients qui reçoivent des services du gouvernement. Qui veut commencer? Rosie? Eh bien, lorsque nous avons commencé ce travail, donc, c'est une très bonne question. Pour ce qui est des services que nous offrons, nous sommes un ministère à vocation scientifique, mais il n'y a pas eu de consultation à l'externe. Nous avons procédé à des consultations à la grandeur du ministère. Donc, en fait, nous regardons la sous-représentation dans le secteur. Donc, non seulement pour ce qui est des employés, mais aussi dans le secteur de l'agriculture lui-même. Donc, c'est vaste comme sujet d'étude. Donc, je pense qu'à ce moment-là, il faudra avoir recours à des consultants extérieurs pour ce qui est de cette composante. Mélanie, probablement la dernière question. Nous avons déjà débordé un peu. Mélanie, avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, comme j'ai dit déjà, nous travaillons à élaborer un formulaire qui pourra être rempli en ligne par les gens de l'extérieur. Et j'essaie de travailler à d'autres initiatives. Par exemple, après une visite, donc une visite du Parlement, de la colline parlementaire, nous pourrions poser des questions aux visiteurs. J'essaie de trouver la meilleure façon de procéder, mais c'est une idée que nous souhaitons explorer plus avant. Et si ça vous intéresse, vous pouvez toujours m'envoyer un courriel plus tard. Et je vous tiendrai au courant. Très bien, merci. Ça a été une très bonne conversation. Merci de toute l'information que vous nous avez donnée. Je remercie ceux qui sont restés malgré le retard. Et pour terminer, grand merci à l'école de la fonction publique, de leur soutien et de leur conseil technique. Et apprécier cet événement et que vous repartez confiant pour consulter les employés en situation de handicap. Vos commentaires sont très importants pour nous et je vous encourage à remplir l'évaluation que vous recevrez dans les prochains jours. I'll just say again one more time that a lot of the resources that were mentioned today. Donc, comme j'ai dit, nous allons vous envoyer un courriel avec les coordonnées des gens avec lesquels vous pouvez ou que vous pouvez consulter. Donc, merci beaucoup à tous. Donc, maintenant, voilà, nous avons terminé. Merci à tout le monde et nous nous revoyons bientôt.